Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence virtuelle du CIFAR, qui fait partie d'une nouvelle série d'événements destinés à mettre en lumière comment les recherches peuvent éclairer la prise de décision. Les recherches en santé, bien sûr, en santé publique, mais aussi en informatique et dans beaucoup de domaines des sciences humaines et sociales, en économie, en anthropologie, en géographie. Donc, comment ces recherches donc peuvent aider les décideurs à prendre leurs décisions à un moment clé où les gouvernements commencent à réouvrir les économies qui ont été paralysées, comme nous le savons, par le Covid-19. Alors, si vous ne connaissez pas le CIFAR, il s'agit d'un organisme caritatif mondial qui est établi au Canada et qui réunit les plus brillants cerveaux du monde entier pour se pencher sur d'importantes questions auxquelles sont confrontées la science et l'humanité. Et comme bien d'autres organisations autour du globe, le CIFAR, bien sûr, a dû s'adapter rapidement pour lutter contre la Covid-19 et lancer de nouveaux projets et initiatives que nous espérons mettre en lumière dans cette série. Alors, quant à moi, je suis Antoine Petit. Vous avez compris à mon accent que j'étais français. Je suis professeur d'informatique, mais je suis aussi, et peut-être surtout en ce moment, président directeur général du CNRS, qui est donc le grand centre national français pluridisciplinaire de recherche, un organisme public de recherche. Mais je suis également membre du conseil de recherche du CIFAR, et dont le mandat est de conseiller le président et le directeur général sur la formulation, la création et l'établissement de programmes de recherche avancée de haute qualité, ainsi que sur la conclusion de ces programmes une fois que leur mission est accomplie. Et j'ai l'immense plaisir de vous présenter le professeur Yoshua Bengio. Yoshua est titulaire d'une chaire en intelligence artificielle Canada-CIFAR dans le centre Mila. Il est aussi co-directeur du programme apprentissage automatique, apprentissage biologique du CIFAR et professeur à l'Université de Montréal. Il fait partie des informaticiens les plus cités, les plus respectés au monde. C'est un des pionniers de l'apprentissage profond et il est en particulier lauréat du prestigieux prix Turing 2018 avec ses deux collègues, Jeff Hinton et Yann Lequin. Et le prix Turing est considéré d'une certaine façon comme le prix Nobel d'informatique. Et cette récompense est tout à fait exceptionnelle. Et Yoshua, il nous en dira un mot aussi tout à l'heure, a aussi dirigé le développement de Covey, une application pour téléphone intelligent qui vise à rechercher les contacts et à prédire les risques d'infection pour lutter le Covid-19. Avant de commencer, je vous rappelle que la séance d'aujourd'hui durera environ 30 minutes et je vais profiter de mon rôle de président de séance pour commencer à poser à Yoshua des premières questions. Mais vous pourrez ensuite contribuer à ces questions en utilisant la fonction questions et réponses. N'hésitez pas donc à soumettre vos questions. Et finalement, je vous rappelle que cette séance est enregistrée et sera disponible sur le site internet de CIFAR dès la semaine prochaine. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Yoshua. D'abord, Yoshua, merci beaucoup de t'être rejoint à nous. Et puis, je vais attaquer directement le sujet. Et je pense que c'est important que tu commences par nous préciser finalement quel est le but de ces applications de recherche de contact, comme celle que tu as développée, mais comme d'autres ont développé à travers le monde. On y reviendra peut-être. Et peut-être, parce que c'est ta spécialité, quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans de telles applications? Et est-ce que l'apprentissage profond, dont tu es, je l'ai dit, un spécialiste, un rôle à jouer dans ces applications? D'accord. Merci beaucoup, Antoine, et merci pour ces bons mots. Donc d'abord, l'utilisation de la technologie des téléphones pour réduire la propagation du virus. L'idée, c'est de pouvoir donner de l'information aux personnes qui sont peut-être contagieuses avant qu'elles infectent quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, on fait face à un virus qui est très différent d'autres maladies contagieuses. Et en particulier, une caractéristique embêtante, c'est que les gens vont être contagieux pendant 2 jours environ avant même d'avoir des symptômes. Et en fait, le pic de contagiosité, c'est avant d'avoir des symptômes. À partir du moment où les gens commencent à avoir des symptômes, ils vont se douter qu'ils sont peut-être contagieux et en général, ils changent leur comportement, ils vont prendre leur distance, ils vont faire plus attention.
Et donc, une grande partie des infections se situe dans ce moment où les gens ne savent tout simplement pas qu'ils sont à risque. Alors, les différentes applications vont utiliser la connaissance de qui a rencontré qui pour pouvoir propager de l'information entre ceux pour lesquels on a de l'information, la personne a des symptômes, la personne a eu un diagnostic positif, et ceux qui, pour l'instant, ne savent pas encore qu'ils sont contagieux, mais qui ont été en contact avec ces personnes pour lesquelles on sait un peu plus qu'elles sont contagieuses. Donc, dans le cas du dépistage binaire là, classique qu'on retrouve un peu partout dans le monde, comme en France et beaucoup de pays, ce qu'on essaye de faire, c'est simplement détecter si on fait partie de la catégorie à risque ou pas, en fonction du fait qu'on a été en contact dans les 2 dernières semaines avec quelqu'un qui a eu un test positif ou un diagnostic positif. Ça, en général, ce diagnostic, il va arriver peut-être 1 semaine après les premiers symptômes parce que les gens, il n'y a pas nécessairement de capacité de test suffisante. Les gens vont attendre d'avoir que les symptômes soient plus sérieux. Et en plus, ça prend du temps à faire des tests. Ça prend du temps ensuite avec le dépistage manuel pour que les gens qui ont été en contact avec ces personnes positives reçoivent de l'information. Donc, les téléphones permettent d'accélérer un petit peu ça, puis d'utiliser le dépistage des contacts qui ont eu lieu à travers le téléphone, souvent avec des méthodes assez sécuritaires là, qui, au point de vue de la protection de la vie privée, mais pas non plus parfaites. C'est impossible d'avoir la perfection dans ce sens-là. Là où l'intelligence artificielle entre en jeu, c'est qu'on peut utiliser d'autres informations que le fait d'avoir eu un diagnostic positif pour transmettre un signal à quelqu'un avec qui on a été en contact. En particulier, si on a des symptômes, selon la sévérité des symptômes, le type de symptômes, etc., on a une certaine probabilité d'être malade. Et cette information-là, cette probabilité d'être malade, peut être calculée sur notre téléphone et envoyée au téléphone des personnes qui ont l'application et avec qui on a été en contact. Et eux-mêmes, avant même qu'eux-mêmes ont des symptômes, parce qu'il y a quelques jours après qu'on soit infecté, pendant lesquels on n'est pas encore infectieux. Et donc, si on peut envoyer un message pendant cette fenêtre-là, on peut avoir un gros impact sur la propagation du virus. Donc, c'est là que l'intelligence artificielle intervient. Elle intervient pour prédire le risque en fonction de tous les indices. Alors, les indices, ça peut être les symptômes. Comme j'ai dit, ça peut être l'agglomération de tous les risques qu'on a pris en étant proche de personnes qui eux-mêmes avaient un certain niveau de risque, etc. Donc, il y a les comportements. Est-ce qu'on prend les transports en commun? Est-ce qu'on met un masque? Est-ce qu'on se lave les mains souvent, etc., qui peuvent aussi jouer. Et on peut poser ces questions aux gens pour raffiner cette estimation du risque. Et peut-être, pour continuer dans cette direction, tout le monde n'est pas spécialiste d'apprentissage profond, mais pour apprendre, il faut que tu aies des données. Et finalement, comme Covid-19 est quelque chose de nouveau, comment avez-vous réussi à avoir ces données qui permettent donc d'apprendre et d'avoir un diagnostic plus précis que le diagnostic binaire qui est fait parfois? Très bonne question. Donc, effectivement, pour pouvoir prédire un événement, comme le fait d'être contagieux, d'être porteur du virus, etc., il faut des données qui associent l'information disponible au moment où on voudrait faire une prédiction et ce qu'on veut prédire, donc le fait d'avoir le virus, par exemple. Au départ, on n'a évidemment pas ces données-là, mais on a d'autres données, des données épidémiologiques, à partir de modèles épidémiologiques qui simulent ce qui peut arriver dans la vie quotidienne quand les gens se promènent, se transportent d'un endroit à l'autre, travaillent, vont à l'école, vont à l'hôpital, passent un certain temps près les uns des autres. Et on a bâti un tel modèle et des collègues, par exemple, en Angleterre, ont aussi construit des modèles semblables qui permettent de tester différentes stratégies de communication là, entre les téléphones, de l'information. Et donc, avec ces modèles épidémiologiques, on peut simuler ce qui arriverait si les gens, étant donné une prédiction qui les concerne, décident de changer leur comportement et comment ça pourrait affecter les contagions qui arriveraient ou qui n'arriveraient pas. Donc ça, c'est la première étape.
et ça nous permet déjà d'évaluer comment différentes approches peuvent se comparer entre elles, disons d'une manière théorique, parce que ces modèles, ce n'est pas la réalité, c'est comme un modèle physique, ce n'est pas la réalité, mais c'est des approximations qui sont couramment utilisées en épidémiologie. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où un système comme ça serait déployé, on peut mesurer sur le téléphone toutes les informations qui servent d'entrée à la prédiction. Et puis ensuite, quand quelqu'un reçoit un test positif, on peut aussi enregistrer ces informations et ça va constituer une base de données pour entraîner un prédicteur plus fin qui utilise pas seulement les quelques dizaines d'études qui nous donnent quelques constantes épidémiologiques pour la simulation, mais quelque chose de beaucoup plus précis. Et en fait, ça permettrait d'aller chercher des données à une échelle qui, pour l'instant, n'existe pas dans l'étude épidémiologique de la maladie. Donc, ça nous permettrait aussi de mieux comprendre la maladie et de faire des meilleures prédictions du risque. Alors, il y a des enjeux de vie privée parce que ça veut dire que les gens doivent consentir, s'ils le désirent, à partager ces données-là pour qu'on puisse entraîner ces prédicteurs de risque. Ça, cet aspect vie privée est évidemment très important. Comme tu le sais, comme peut-être les auditeurs le savent, ça a été l'objet d'un certain nombre de polémiques en France. Comment on répond aux gens qui disent « oui, mais finalement, les gains sont inférieurs aux avantages » parce que si je comprends bien, là encore, ce n'est pas binaire. C'est-à-dire qu'une application pour tracer, nécessairement, est obligée de laisser quelques données. Mais au fond, il faut être capable de peser le pour et le contre. Alors, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que le contre l'emporte sur le pour, en fond? Je pense qu'on doit avoir un débat démocratique, serein, respectueux et informé pour qu'on décide ensemble dans chaque pays, puis idéalement à l'échelle de la planète, quel poids on met à ces différentes valeurs. Est-ce que la vie des personnes est plus ou moins importante que la vie privée? Puis c'est pas tout noir, tout blanc, parce que la vie privée, c'est pas qu'on la perd complètement. Par exemple, les techniques qu'on a développées avec COVID vont protéger les données aussi bien que la manière dont les données dans un hôpital sont protégées. Donc, on ne parle pas d'ajouter un niveau de risque plus élevé que ce qui existe déjà. Les gens utilisent en plus des applications avec Bluetooth, etc., sur leur téléphone, déjà énormément. Donc, il faut comprendre c'est quoi les nouveaux risques qui sont ajoutés, puis comprendre les avantages. Pour l'instant, pour comprendre les avantages, ce qu'on a pour ce qui est de la prédiction du risque, c'est seulement des simulations. Donc, il faudrait qu'on fasse des pilotes. Il faudrait que ces pilotes soient à une échelle suffisamment grande pour être statistiquement valides, pour pouvoir évaluer en vrai quel degré de combien de vies ça sauve finalement, et donc pouvoir ensuite porter ce jugement-là. Et est-ce que vous avez fait des études aussi, là encore, des simulations sur finalement quel est le pourcentage de gens qui doivent utiliser une telle application pour que ce soit très efficace? Là encore, si je compare avec la France, Stop Covid qui a été mis sur le marché il y a à peu près une semaine, il n'y a que 2% de la population française qui l'a téléchargé et on ne sait même pas bien combien l'utilisent. Et donc, il y a des gens qui disent que donc c'est pas efficace et d'autres qui disent si, c'est mieux que rien. Donc, est-ce que vous aviez eu le temps d'étudier ce genre de seuil? Il n'y a pas une réponse simple à cette question. Par exemple, ça dépend si tu as 10% de la population qui utilise l'application, mais que ces 10% sont concentrés en quelques endroits, mais pour ces endroits-là, ça va être très efficace. Ensuite, il faut voir quel genre d'application on parle. Donc, si c'est le traçage binaire, comme ce qui est dans la plupart des pays, il y a effectivement des études qui montrent qu'il faudrait peut-être 60% de la population pour vraiment avoir un gros impact. Mais avec nos calculs, on montre que, ben oui, mais ce n'est pas un seuil. Si c'est 50%, c'est encore utile. Si c'est 40%, c'est encore utile. Si c'est 30%, c'est encore utile. C'est juste que l'utilité diminue. Alors, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'une application comme celle qu'on a construite, en fait, reste utile à un niveau beaucoup plus bas parce qu'elle donne des informations, par exemple, à partir des symptômes, elle va nous aider à évaluer notre propre risque, même si je suis en communication avec personne, de pouvoir évaluer le risque que je porte pour les autres à partir de mes comportements, de mes symptômes. Il y a des dizaines de variations sur ces symptômes-là. Ben, c'est quelque chose d'utile en soi pour aider les gens à prendre leurs décisions. Deuxièmement, une application comme celle qu'on a mis au point qui fait non seulement
cette propagation d'informations entre les téléphones, mais qui aussi va aller chercher des données pour mieux comprendre la maladie, pour aider la santé publique à identifier où sont les éclosions à venir, de manière à anticiper ces éclosions. Ça a une utilité, même si le pourcentage de la population est faible. Parce qu'on va à ce moment-là regarder de l'information agrégée sur beaucoup de personnes ou sur une région. On n'a pas besoin que tout le monde dans cette région utilise l'application. Si 10% des gens dans la région utilisent l'application, ben, on va quand même avoir un signal qui va être utile pour la santé publique. Et si je me place maintenant d'un point de vue technique, et les communications entre téléphones, là, c'est sur les technologies Bluetooth. Oui. Et là aussi, il y a eu en France, et je suppose que c'est pareil chez vous, une polémique avec Apple, pour ne pas le cacher, qui Ouais. donc considérait qu'il empêchait d'une certaine façon la communication Bluetooth de ce type d'application. Comment vous aviez ou comment avez-vous prévu de résoudre ce problème? Alors, il y a plusieurs solutions possibles. Une solution, c'est en fait, on a demandé à Apple et Google de changer leur protocole d'une manière qu'on considère vraiment mineure, là, qui ne touche pas au Bluetooth, mais simplement un enjeu de consentement. Je n'ai pas nécessairement le temps d'entrer dans les détails, mais c'est selon nous un très petit changement qui permettrait, s'ils le font, de rouler des modèles prédictifs avec leur interface. En attendant ou en alternative à ça, on a développé un système de détection de proximité Bluetooth basé sur le travail qui a été fait en Angleterre par le NHSX et qui a été testé à l'île de Wight et qui semble vraiment donner des bons résultats et en fait même avoir une couverture des téléphones meilleure que celle qu'on pourrait avoir avec Apple et Google, dans le sens que avec Apple Google, il y a des téléphones plus anciens pour lesquels c'est sûr que ça ne fonctionnerait pas parce qu'ils ne pourraient pas mettre à jour le système d'exploitation. Donc, je rappelle aux auditeurs qui peuvent poser des questions et que je ferai leur porte-parole. Il y a quand même un sujet qu'il faut qu'on aborde. Je suis ça de très loin, parce que Paris, Toronto, Paris, Montréal, c'est quand même pas tout à fait à côté. Mais j'ai compris que finalement, le gouvernement fédéral avait décidé de ne pas retenir Covid. Donc j'imagine que ça a été une déception pour tous les gens qui avaient y passer beaucoup d'heures et probablement beaucoup de nuits. Est-ce que tu peux quand même commenter cette décision? Je pense que le rôle des chercheurs, c'est de proposer des solutions avec leur science, avec ce qui est à l'état de l'art en technologie, en sciences. Puis, ce n'est pas le rôle des chercheurs de prendre des décisions pour la population. Le gouvernement représente la population. Ils ont fait ce choix ici au Canada. Je pense qu'ils ont leur raison. Je peux comprendre que c'est plus facile à expliquer qu'on va utiliser le même genre d'application que ce qu'on fait aux États-Unis, par exemple, dans beaucoup d'endroits maintenant. Et il y a une crainte peut-être que le fait d'utiliser l'intelligence artificielle, ça repousse les gens. Donc, il y a des arguments qui peuvent se tenir. Moi, ce qui me concerne, le fait de pouvoir sauver plus de vies et d'aider la santé publique avec de l'information précieuse pour combattre le virus, ça aurait dû remporter la manche, mais ce n'est pas à nous de prendre ces décisions-là. Non, bien sûr, je crois que c'est important effectivement, comme tu le dis, qu'on ne confonde pas le politique et pour décider, le scientifique pour apporter l'expertise, mais je pense que tu as tout à fait raison sur le fait que ça n'est pas aux scientifiques de décider, ça serait une confusion des genres. Est-ce que, quel est selon toi, même si j'imagine que ce n'est pas complètement simple comme question, mais dans la décision du gouvernement, quelle est la part liée au fait que les Canadiens étaient prêts ou pas à accepter ce genre d'application? C'est-à-dire que là encore, si je compare avec la France, il y a eu beaucoup de polémiques et beaucoup de tribunes, alors les pour, les contre, comme on aime bien les discussions en France, comme vous savez Ouais. tous. Ça a joué un rôle dans cette décision, à ton avis, ou c'est plus une décision technique? Non, je pense que c'est beaucoup une décision politique. Effectivement, la crainte de mettre de l'avant quelque chose qui soit ensuite pas suivi par assez de gens. Donc, on voit quand même, par exemple, qu'en Alberta, où il y a une application qui a été lancée, il y a à peu près 5% de la population qui a téléchargé l'application. Donc,
je crois qu'il y a un enjeu de réussir un coup politique qui est important, c'est ce qui peut se comprendre. Et maintenant, si on revient finalement, là, vous avez beaucoup travaillé, toute ton équipe et plein de gens autour de toi. Quels ont été finalement, d'un point de vue scientifique, est-ce que ça a juste été un travail d'ingénierie ou finalement, quels ont été les verrous scientifiques qui vous ont posé le plus de problèmes? Ah, j'aime beaucoup cette question parce que c'est un exemple dans le genre qu'on aime voir où à la fois il y a une application qui est intéressante et utile pour le public, pour la société, mais à la fois qui pose des défis scientifiques inédits. Donc là, les défis scientifiques inédits au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de l'apprentissage automatique, c'était de travailler avec les contraintes de vie privée. Exemple, si on voulait vraiment être optimal dans la prédiction du risque, il faudrait qu'on ait accès à l'ensemble de tous les contacts. Qui a été en contact avec qui, quand, pendant combien de temps, etc. Avoir le graphe de tous ces contacts. Mais ça, c'est une information privilégiée, trop dangereuse. On ne veut pas qu'aucune personne, aucun gouvernement puisse avoir accès à cette information. Donc, en fait, cette information, elle est implicite dans le réseau des téléphones, mais elle n'est jamais communiquée nulle part avec notre système. Donc, personne ne peut savoir qui a rencontré qui, où, quand. Et donc, il a fallu qu'on innove au niveau des algorithmes pour inférer ce niveau de risque avec de l'information manquante. Ça, c'est et d'autres dans le même genre, là où finalement, on n'a pas tout ce qu'il faudrait pour faire une prédiction, mais comment est-ce qu'on peut s'en sortir d'un point de vue technique au niveau des algorithmes d'apprentissage pour quand même réussir à faire les prédictions et entraîner le système sans avoir la vraie réponse. Alors, il commence à y avoir plusieurs questions là, sur des auditeurs. Et une des questions un peu pessimistes, j'ai envie de dire, qui est posée, c'est est-ce que tu es prêt pour la deuxième vague? Si par malheur, je rajoute, il y avait cette deuxième vague à l'automne, comme certains en ont peur. Nous, notre technologie, elle est prête. On va mettre notre code en open source assez rapidement. Et donc, je pense que après, c'est un débat public qui doit continuer. Si ce qui est mis en place aujourd'hui avec le traçage, disons, que j'appelle binaire, ne fonctionne pas bien dans différents pays, puis qu'il y a une deuxième vague qui s'en vient, peut-être que les gens vont se dire, est-ce qu'on pourrait faire mieux? À ce moment-là, l'utilisation de l'intelligence artificielle deviendrait peut-être quelque chose qui serait considéré plus sérieusement. Il y a clairement dans les auditeurs des gens qui sont supportifs, si je peux dire, et qui demandent d'une certaine façon, est-ce que le citoyen ou les citoyens pourraient aider à convaincre les politiques, par exemple via une consultation, qu'il faudrait peut-être revoir la décision et réimaginer l'utilisation à grande échelle de Covid? Je souhaite énormément. En fait, on envisage de créer ce genre de consultation. Et évidemment, il va y avoir des sondages éventuellement au gré des discussions dans les médias, dans l'espace public. Mais nous, parmi nos valeurs, il y a la question de donner du pouvoir aux citoyens. Donc, en fait, ce genre d'applications, si elles sont bien faites au niveau de la protection de la vie privée, c'est des outils démocratiques où ce n'est pas le gouvernement qui décide pour nous, c'est chaque citoyen qui décide de faire un peu sa part d'un point de vue civique pour protéger sa communauté. Et ça veut dire aussi faire partie d'une discussion démocratique, publique, sur les pour et les contre et les enjeux. Et j'espère qu'on va avoir plus de ces discussions dans le futur. Et donc, en fait, j'accueille évidemment notre discussion d'aujourd'hui dans ce sens-là. Peut-être là, comme il nous reste que 5 minutes et le temps passe vite, parce que je rappelais au tout début que tu es quand même le grand spécialiste de l'apprentissage profond et un des pontes de l'IA, est-ce que l'intelligence artificielle et peut-être l'apprentissage profond, au-delà des applications de traçage dont on a beaucoup parlé, ont été utiles et utilisées pendant la pandémie? Ah oui, il y a beaucoup de choses qui se font.
Il y a, au départ, il y a eu plusieurs articles déjà qui sont sortis sur l'analyse, par exemple, des images médicales pour aider à diagnostiquer avant même que des tests soient faits. Il y a des études qui se font pour mieux comprendre le risque des patients, donc pas avec le téléphone, mais à partir de ce qui se passe à l'hôpital. Quels sont les patients dont on devrait s'occuper en priorité, par exemple, ou qu'on devrait mettre dans les respirateurs artificiels, etc. Moi-même, je suis impliqué dans d'autres projets où on utilise l'apprentissage profond pour la découverte de nouveaux médicaments ou de nouvelles combinaisons de médicaments. Donc là, on utilise l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond pour chercher rapidement, efficacement dans l'espace moléculaire ce qui est le plus prometteur pour ensuite passer ces candidats à des biologistes qui vont les tester. Parce que l'ensemble des combinaisons, soit de médicaments existants ou carrément de nouvelles molécules, est trop grand là, pour qu'on puisse tous les tester ou même en tester une fraction. Et dans ce domaine, il y a des premiers résultats prometteurs? Il y a eu des études qui ont identifié des médicaments potentiels au niveau individuel déjà, ça a été fait et je pense que ça a influencé probablement les études cliniques en cours. Là où on est aujourd'hui, c'est les combinaisons de 2 médicaments. Donc ça, je ne pense pas que les résultats soient sortis, mais ça va venir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Puis aussi carrément les nouveaux médicaments. Alors, ce qui est intéressant avec les combinaisons de médicaments, c'est que ça va être plus rapide à déployer parce qu'on n'a pas besoin de tester si ces molécules sont dangereuses. On sait déjà quels sont les effets secondaires. Donc, on a seulement besoin de vraiment vérifier que la combinaison des médicaments aide à combattre la maladie. Il faut comprendre que ces traitements-là, en fait, c'est aussi un pis-aller, on peut dire, avant le vaccin. Mais un vaccin, il y en a beaucoup de développement qui se fait autour de ça, mais ça va être long parce que, bon, peut-être qu'on ne trouvera pas rapidement ce qui fonctionne, mais même si on trouve quelque chose qui fonctionne, il faut que ce soit testé vraiment de fond en comble parce que on ne peut pas se permettre de donner une molécule à 99% de la population puis se rendre compte 6 mois plus tard que la moitié des gens meurent à cause de ça. Ça serait embêtant. On a eu quelques polémiques en France sur le sujet, sur certaines molécules, et je crois que tout le monde entend bien ce que tu dis. Tandis que les antiviraux, ben, on va les donner seulement aux gens qui sont déjà malades en général. Bien sûr. Et ces questions-là de définition de nouvelles molécules, je pense que définir des nouveaux matériaux entre un peu dans le même type de recherche, est-ce que ça pose pour les spécialistes d'IA comme toi là encore, des nouvelles questions Ah ouais, absolument. C'est une mine extraordinaire de questions pas évidentes. Par exemple, une des questions qui m'intéresse, c'est comment on utilise l'apprentissage par renforcement pour avoir une stratégie de recherche dans l'espace des médicaments qui tienne compte des particularités de ce problème-là et qui est différent de l'utilisation de l'apprentissage par renforcement dans les applications qu'on connaît, là, comme jouer aux jeux de Go, aux échecs ou à Atari. Et ça pose des problèmes nouveaux qu'on ne connaît pas au niveau de la manière d'explorer cet espace, d'utiliser le fait qu'il y a un enjeu de temps de calcul. En fait, on est dans une espèce de course contre la montre. On a une puissance de calcul limitée. Comment on utilise cette puissance de calcul optimalement pour extraire le plus d'informations sur les candidats possibles? Écoute, il ne nous reste plus qu'une minute, donc là, il va falloir conclure. Il y a plusieurs questions qui reviennent à l'application Covid et aux applications de traçage, avec finalement des questions sur comment peut-on convaincre les gens. Est-ce que l'application n'est pas pire que, ça rejoint un peu la question qu'on a déjà eue, là, est-ce que ce qu'apporte l'application n'est pas pire que ce qu'elle te retire en termes de liberté? Donc, tu as une minute pour convaincre les gens que la prochaine fois, il faudra voter pour, si je peux dire. Ben, je vais prendre un exemple très simple qui n'est pas couvert par les systèmes actuels de traçage. Imaginons que Antoine ait des symptômes de la COVID et que Antoine et moi, on se soit vus il y a 3 jours. Il y a 3 jours, j'ai été infecté, mais je ne le sais pas encore. Je commence 3 jours après, donc au moment où Antoine commence à avoir des symptômes, je commence à être contagieux. Si c'était possible
que je sois averti qu'il y a un danger que je le sois parce que Antoine déclare qu'il a des symptômes, on pourrait sauver énormément de vies et on pourrait le faire en prenant pas plus de risques avec la vie privée que ce qu'on prend déjà comme risque. Écoute, Joshua, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a plus qu'à organiser une consultation pour la prochaine vague, même si on souhaite tous qu'il n'y ait pas de prochaine vague. Merci à tous les participants. Il y avait plus d'une cinquantaine de participants, donc je crois qu'on a fait une bonne audience. Merci encore une fois, Joshua. Merci à toutes et à tous. Et puis à une prochaine fois pour une nouvelle conférence de CIFAR. Merci beaucoup, Antoine. À bientôt.